Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de ce podcast et bienvenue du coup dans ce nouvel épisode de Use Vision. Dans le cadre de notre promotion de notre documentaire I Am the Future qui sort en salle le 10 septembre, aujourd'hui nous accueillons Rachel, réaliste de ce documentaire. Rachel, tu as un parcours riche, tu t'es engagée au sein de Life Project for Youth pendant plusieurs années avant de te lancer dans cette grande aventure qui est du coup la réalisation de ce documentaire. Bienvenue dans ce podcast. Merci. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter à nos auditeurs, auditrices et nous dire peut-être ce que tu as pu faire avant d'intégrer et de t'engager en tant que volontaire auprès d'Help4Y? Donc moi, je viens de Rennes, donc de Bretagne, et assez vite après dès que j'ai eu terminé le lycée, je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je me doutais bien que ça allait être quelque chose d'artistique déjà. Et donc j'ai été acceptée dans une classe prépa cinéma. Il y en a une en France qui a encore aujourd'hui le statut de classe prépa expérimentale, donc c'est vraiment un programme à part. Qui prépare aux grandes écoles de cinéma et notamment à la FEMIS. Et donc j'ai fait ça, c'était à Nantes. Donc je suis partie à Nantes et j'ai fait ça pendant 1 an. Et en fait, c'était hyper riche comme expérience. Je dirais même que d'une certaine façon, c'est un peu là que j'ai commencé à voyager à travers des films. Parce que cette classe prépa était très liée au Festival des Trois Continents, qui est un festival de cinéma qui a donc lieu à la fin de l'automne, début de l'hiver, tous les ans, qui va montrer que des films d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud. Et donc, je me rappelle très bien de ces journées aux Trois Continents où on va voir 3, voire 4 films par jour pendant une semaine, quoi, quasiment. Que des films qui se passent loin de chez nous, de toutes les époques. Et donc, évidemment, cette année-là, j'ai en plus, en général, regardé beaucoup de films, au cinématographe notamment, et beaucoup de films qui m'amenaient à voyager, notamment en Asie. Et donc, mais au bout de cette première année, ça avait été très intéressant, hein, cette classe prépa, mais je me demandais si j'étais tout à fait prête à faire des films, et c'était pas seulement moi, j'étais très jeune à l'époque, je me disais même à cet âge-là, même autour de moi, les autres personnes de ma promotion, qui étaient que des personnes très brillantes, mais je me disais, bon là, je sentais bien qu'on n'était pas prêt, quoi, vraiment à avoir quelque chose dans le ventre qui permette vraiment de faire un film, d'avoir quelque chose à dire et à montrer, de le pousser jusqu'au bout. Et je me disais, bah, c'est super les études de cinéma, mais en même temps, bah, du coup, est-ce que j'en profiterai pas pour faire des vraies études, tant que j'y suis, quoi, tant que j'ai 18 ans. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup la philosophie, même avant la terminale, mais en terminale, donc quand on a commencé à avoir vraiment des cours de philo, moi j'étais quand même vraiment bien, bien passionnée. Et donc, au bout d'1 an de ciné-sup, je me suis dit, bah, en fait, je crois que je vais arrêter pour faire des études théoriques exigeantes de la philo. Je suis allée jusqu'en master 1 de philosophie. C'était des études passionnantes, mais voilà, au bout d'un moment, là, j'étais arrivée à Paris entre-temps, j'étais à la Sorbonne en master 1 de philo, et en fait, j'adorais ces études-là, mais je me sentais complètement déconnectée du monde. C'est-à-dire, je me disais, si je continue dans cette voie, oui, c'est une voie que je pourrais avoir, c'est une vie que je pourrais avoir, un peu retirée comme ça, de ce qui se passe concrètement. Mais du coup, en fait, il pourrait y avoir une troisième guerre mondiale et je pourrais être encore concentrée sur ce point particulier chez Kant. Et il y avait quelque chose en moi qui avait envie d'être beaucoup plus présente au monde contemporain et à ce qui se passait autour de moi. Et j'avais déjà très envie de voyager. Et donc, j'ai fini par me dire, OK, j'arrête, je prends le risque, j'arrête. Je me suis arrêtée à la fin du premier semestre, j'avais eu de très bons résultats, mais je me suis dit, non, bah, tant pis. J'ai pris un petit boulot dans une boulangerie dans le 18e. C'était très chouette aussi d'ailleurs. Et puis, j'ai commencé à regarder un peu les services civiques, les choses comme ça. En me disant, bah, j'ai envie de voyager. J'avais beaucoup de potes, de copains qui partaient avec leur sac à dos, qui faisaient des petits tours du monde ou d'un continent ou même d'un pays. Et ça avait l'air très chouette. Mais moi, je sais pas, je me disais, non, j'ai quand même envie de faire quelque chose d'un peu plus concret, quoi. Et puis en fait, j'avais envie de partir à l'étranger, mais j'avais envie de partir hors de l'Occident. Et
des annonces de services civiques à l'étranger, hors Occident, bah, en fait, il y en a très peu. Et donc, très vite, je suis tombée sur les annonces de Life Project for Youth. Life Project for Youth, pour le rappeler, c'est une organisation internationale qui fait de l'insertion professionnelle et sociale pour des jeunes adultes en situation d'extrême pauvreté et d'exclusion, et qui agit notamment en Asie et qui maintenant agit au Moyen-Orient. À l'époque, c'était vraiment centré les actions terrain auprès des jeunes, les centres de formation, ils étaient vraiment sur le continent asiatique. Et donc, je vois quelques annonces comme ça. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai vraiment hésité parce que Life Project for You, c'est une pédagogie très particulière qui est vraiment de dire, nous, on veut insérer les jeunes dans les entreprises. Donc, évidemment, il y a un langage qui est très corporate, etc. Et moi, bah, voilà, moi, j'avais un parcours qui était plutôt artistique, littéraire, intellectuellement assez exigeant. Et donc, je me disais, bon, là, c'est pas trop mon langage d'habitude. Je sais pas trop si ça va me plaire ou pas. Le monde des ONG, je le connaissais pas du tout. Peut-être même, je pense que j'avais quelques a priori sur le fait, voilà, d'aller à l'étranger, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Enfin voilà, évidemment, avec toutes les retombées du colonialisme, etc. Enfin, voilà, j'avais une image pas forcément très bonne, mais en même temps, je suis suffisamment claire dans ma tête pour pas m'arrêter aux a priori, quoi, et à me dire, bah, en même temps, je connais pas du tout ce milieu, donc... Et puis, je crois que j'ai eu un déclic au moment où je regardais un peu sur le site internet, j'essayais de fouiller un peu ce qu'ils faisaient, je suis tombée sur un petit livre qu'ils avaient fait quelques années avant, qui était vraiment tout simple, qui s'appelait Portrait, et c'était juste des photos de certains des jeunes, avec une petite... voilà, où ils expliquaient un peu leur histoire. Et je sais pas, ça aussi simple que c'était, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, ah oui, non, mais ça a l'air vraiment chouette, quoi. Et puis, j'ai fait un premier entretien qui s'est plutôt bien passé. J'ai passé le deuxième entretien. Et là, j'ai eu un entretien, du coup, la dernière round, quoi, avec John Delaporte, qui est le cofondateur de LP4Y. Et là, j'ai tout de suite su que ça allait me plaire. Et du coup, je me suis engagée, mais j'avais 22 ans. J'étais plus jeune que la plupart des gens qui rentrent chez Life Project for Youth, parce que c'est vrai que comme on accompagne des jeunes qui ont entre 17 et 24 ans, on essaie quand même vraiment d'avoir des volontaires. On est volontaire de solidarité internationale quand on travaille avec LP4Y. Et donc, on essaie quand même d'avoir aussi des jeunes gens, hein, c'est quand même le but, mais qui ont au moins le même âge, voire quand même un peu plus âgés que les jeunes qui sont accompagnés. Donc moi, j'étais un peu jeune, mais voilà, je pense que j'avais aussi un profil un peu différent du profil de d'habitude, et que du coup, ça m'a permis de rentrer chez LP4Y. Et chez LP4Y, là, j'ai vraiment, pour moi, et ça, je le dis assez souvent, je pense que je suis devenue adulte, en fait, à proprement parler chez LP4Y. J'ai jamais été quelqu'un, enfin, j'ai toujours été plutôt en avance, et j'ai toujours été quelqu'un d'assez mature. Mais ça ne veut pas dire qu'on est adulte non plus, quoi. Et chez LP4Y, notamment la première année, donc moi je suis restée 2 ans chez LP4Y, je devais être déjà au Liban. Le Liban n'avait pas encore ouvert, mais je devais quand même être basée là-bas pour faire partie de l'équipe qui allait vraiment essayer d'installer la structure LP4Y au Liban. Et puis en fait, on était sortis du territoire pour des histoires de visa long terme, etc. Et s'est déclenché la crise du Covid. Et donc moi, à ce moment-là, j'étais en Inde, dans un centre qui était à Kolkata, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était dans un quartier qui s'appelle Hossenpur. Et là, le Covid éclate, et du coup, je reste finalement un peu plus de 3 mois à Kolkata. Et ensuite, je suis allée à peu près 3 mois à Mumbai, dans le centre de Mumbai, puis encore 1 mois à Bangalore. Donc j'ai passé finalement la majeure partie de cette année, cette première année chez LP4Y, en Inde, pendant le Covid, à un moment donné où, évidemment, pendant le Covid, c'était la panique partout, à toutes les échelles. Personne ne savait exactement, c'était inédit pour tout le monde, on s'en rappelle tous. Euh, mais là, c'était spécifique quand même, parce que j'étais en Inde, les quartiers LP4Y, c'est des quartiers qui sont évidemment dans des zones de pauvreté, ou vraiment collés à des zones de pauvreté, voire d'extrême pauvreté, des bidonvilles en fait. Donc un peu au milieu de nulle part, faut dire ce qui est. Et puis voilà, avec des gens que je connaissais pas très bien. Moi, c'était ma première vraie expérience professionnelle, ma première vraie expérience à l'étranger.
et dans un moment de panique générale où évidemment il y avait beaucoup de volontaires qui prenaient peur et c'est normal, qui voulaient rentrer chez eux. Mais nous, on se disait c'est compliqué parce qu'on a des centres, on a des jeunes dans ces centres et même si on peut plus l'ouvrir tous les jours, on continue parce qu'aux jeunes, on donne chez LP for Wine ce qu'on appelle une allowance. C'est-à-dire c'est 2 fois en fait ce qu'on appelle le seuil de Mmh. pauvreté, quoi. Et c'est un petit peu moins qu'un salaire vraiment décent, mais ça leur permet de suivre le programme LP4Y sans avoir besoin à côté d'avoir une activité voilà, informelle. Sinon, les jeunes, ils ne viendraient pas dans le centre. En fait, ils auraient besoin de continuer à aller vendre, je sais pas, des trucs au marché ou d'aider les parents, etc. Donc, pour qu'ils viennent dans le centre et aussi voilà, pour pouvoir assurer leurs besoins primaires, parce qu'on est avec des gens qui sont quand même en grande précarité, on leur donne tous les mois, à partir du moment où ils viennent au centre suivre la formation de manière assidue, une petite allowance. Et donc, cette allowance, on continuait de la donner pendant le Covid aux jeunes et même on débloquait des fonds supplémentaires parce que, en fait, tout le monde a perdu son travail à ce moment-là, dans ces quartiers-là, enfin, comme partout ailleurs, mais là, c'était particulièrement dramatique parce que il y avait plus de travail du tout, quoi. Et donc, du coup, souvent, l'allowance LP4Y restait un des derniers revenus qui leur arrivait. Donc il fallait absolument qu'on garde quand même tous nos centres ouverts, même s'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient rentrer chez elles. Et donc, il fallait réussir à garder la tête claire, froide, se dire, OK, ce qui se passe, c'est quand même, faut faire attention, on ne sait pas comment ça peut tourner, etc. Et en même temps, pas céder à la panique, quoi. Et du coup, être vraiment responsable et prendre des décisions aussi pour soi-même, pour les autres, assumer des opinions. Et ça, je pense que c'est vraiment où je me suis rendu compte que j'étais adulte. Et je me rappelle notamment d'un moment où mon père m'appelle complètement paniqué, au milieu de la nuit pour moi. Il me laisse un message complètement affolé. Donc moi, j'ai peur. Je me dis, peut-être qu'il se passe quelque chose, peut-être que mes parents sont tombés malades. Enfin voilà. Donc je le rappelle alors même qu'il est genre 3 heures du matin pour moi et en fait, il était juste en grosse crise de paranoïa en train de me dire: «Mais en Inde, ça va être la folie, les gens vont devenir fous, ils auront tellement faim et cetera. Enfin, tu vois, ça va être» et là, je me rappelle lui dire: «Non mais» en fait, me dire: «OK, à ce moment-là, j'ai 23 ans et je me dis pour la première fois de ma vie, je sais vraiment ce qui est bon pour moi et ce que je dois faire. Et personne d'autre le sait mieux que moi. Même pas mon père, ma mère, ou enfin voilà, des figures d'autorité. Et le sentir comme ça, vraiment concrètement. Et puis prendre des risques, sentir aussi quand on fait preuve de courage. Enfin voilà. Donc ça, cette première année, pour moi, elle a été vraiment marquante. Et c'est vrai que professionnellement, ça a été hyper riche parce que j'avais à l'époque une mission qui était une mission où je faisais le lien en fait entre les équipes bénévoles dans les pays en France, en Angleterre, en Belgique, etc. On a des bureaux de bénévoles qui permettent de faire de la levée de fonds, de faire des événements de plaidoyer, etc. Ce qui est aussi extrêmement important. Et dans les pays terrains où on a les centres, on a des gens qui travaillent aux côtés des jeunes, mais on a aussi toutes les équipes de communication, de finance, etc. Et puis, enfin, ouais, c'est une organisation qui n'a pas de siège social. Donc, toutes les équipes, vraiment la force, la partie tenante de tout ça, tout le monde est sur le terrain et tout le monde habite dans les centres de formation qui sont dans des zones de pauvreté, là où il y a les jeunes. Moi, je faisais le lien entre les équipes de bénévoles en France, etc., enfin dans les pays occidentaux, et puis le terrain. Donc j'avais vraiment une mission où je voyais un peu, j'avais la vision à 360 de comment fonctionne une organisation internationale. Parce que même si j'avais pas forcément de choses, moi, particulières à faire, j'étais dans tous les échanges de mails, quoi. Et du coup, c'était vraiment, c'était super formateur, quoi. Et j'étais un peu couteau suisse, donc je touchais à plein de choses. Et donc voilà, donc ça, c'était la première année qui m'a fait vraiment, enfin pour moi, je pense que c'est vraiment une des années les plus structurantes de ma vie jusqu'à présent. Je suis pas si vieille, mais quand même. Et la deuxième année, j'ai été envoyée, enfin j'ai voulu aller, hein, j'ai été envoyée, c'est à mon initiative, mais je suis allée au Liban pour essayer, parce que donc on avait commencé à faire des petites choses pour essayer d'ouvrir le Liban, puis il y avait eu le Covid, et puis là, on se retrouve en 2019, en fait, les premières fois où on est allé au Liban, au moment où la crise économique commence au Liban, au moment où la monnaie commence à chuter, et elle n'a pas arrêté de chuter après. Moi, j'ai vécu tout ça, je l'ai vu.
Et puis, il y avait eu l'explosion du port en août. Et donc, moi, je retourne au Liban en novembre, il me semble. Donc, un an après le début de la Saoura, ce qu'on appelle la Saoura, c'est la révolution, pour essayer de développer El Pifouaï là-bas, alors même que nos partenaires sur place nous disent non, mais là, c'est mort, la crise, elle n'a jamais été aussi pire, tout le monde est traumatisé à cause de l'explosion. En plus, il y avait le Covid qui s'était rajouté à tout ça. Donc voilà. Et puis bon, moi, je me disais, bah, c'est dommage. On a commencé des choses. Donc, voilà. Et donc, en parlant avec John Delaporte, donc toujours, on s'est dit, bah non, tant pis, on y va, on essaye. Pendant 2-3 mois, on fait un peu de la prospection et puis on voit si vraiment ça marche pas, bah, on s'en va. Et puis si ça marche, bah, on y va, quoi. Et donc, je suis partie. Et là, pendant 2-3 mois, voilà, j'essayais de tâter le terrain un peu, de rencontrer tous les acteurs, que ce soit de rencontrer des jeunes, voilà, d'aller vraiment essayer de faire ce qu'on appelle du mapping, donc de vraiment déterminer où sont les zones de pauvreté, etc. D'abord, on voulait s'installer à Beyrouth. Et en plus, au Liban, il y a quand même des contraintes politiques liées à la religion, etc., aux partis politiques qu'il faut quand même bien prendre en compte. Et puis aussi, évidemment, des entreprises, des ONG qui vont nous raconter un peu comment ça se passe concrètement. Voilà, des gens un peu plus institutionnels. Enfin, en fait, et c'est ça qui était passionnant dans l'expérience Help4Why, c'est que dans la même journée, en fait, on va rencontrer 15 personnes qui sont à toutes les strates sociales de la société. On va rencontrer un super chef d'entreprise qui a pignon sur rue, une femme éthiopienne qui travaille, c'est un peu l'esclavage moderne au Liban quand même. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui viennent d'Asie et surtout d'Afrique qui viennent pour être personnelles de maison, mais souvent on leur enlève leur passeport, etc. Enfin, c'est ce genre de choses. Voilà, donc un chef d'entreprise super comme ça, je sais pas, un prêtre, un gars lambda d'un petit shop du quartier où on habite. Et puis, une jeune Éthiopienne qui a 18 ans et qui est là depuis 2 ans dans une maison. Des jeunes qui traînent dans le quartier. Voilà. Et donc, en fait, on rencontre des acteurs extrêmement différents. Et c'est toujours hyper enrichissant, quoi. Surtout quand nous, on a un point de vue qui est vraiment extérieur. Et moi, à l'époque, en plus, j'avais l'impression que tout était possible, quoi. Je me disais... et ça, c'était aussi c'était l'expérience LP4Y qui... Enfin, Live Project for You, c'est vraiment une organisation. Et je trouve ça génial, hein. Je pense qu'il devrait y avoir plus de gens comme ça, mais qui te disent, mais en fait, souvent, il suffit de pas grand-chose, quoi. Et c'est ça aussi qui a déclenché l'origine même de l'organisation. C'est-à-dire que LP4Y, c'est né quand John Delaporte et Laure Delaporte, qui sont donc un couple à l'époque, ils ont, on va dire, une quarantaine d'années. Ils ont une carrière assez brillante dans l'événementiel, dans plusieurs boîtes, etc. John, il a toujours été entrepreneur. Ils ont une carrière très impressionnante et ils décident de tout arrêter et de faire un tour du monde avec leurs 5 enfants. Et pendant ce tour du monde, ils rencontrent énormément de jeunes qui n'ont pas grand-chose, qui ont l'air d'avoir beaucoup d'énergie à revendre, beaucoup de talent, mais qui ont zéro opportunité, quoi. Et donc, c'est comme ça que va émerger l'idée d'LP4Y en se disant, mais nous, on pourrait peut-être faire le lien entre les entreprises et ces jeunes-là les plus exclus. Et il n'y a pas de raison, en fait, qu'ils soient exclus. Il n'y a aucune vraie bonne raison. Et on va vous le prouver. Et donc, on fait un centre dans un bidonville avec pas grand-chose. Et on va vous montrer qu'en 6 mois, le jeune, là, il est capable de parler anglais. Il est capable d'avoir tous les codes qui vont faire qu'il va pouvoir trouver un boulot décent dans une entreprise, etc. Il va pouvoir gérer des trucs informatiques, etc., quand bien même il n'a pas touché un ordinateur de sa vie. Et c'est vrai qu'au départ, on est un peu sceptique. On se dit, bah ouais, mais quand même. Mais en fait, vraiment, après, la vie est toujours complexe, donc ça dépend évidemment de chaque parcours, de chaque situation. Mais moi, c'est dingue, le nombre de jeunes qu'on voit arriver dans un centre LP4Y. Quand ils arrivent la première fois, ils sont tout timides, ils arrivent pas à placer un mot, etc. Et quand on les retrouve 4, 5 ou 6 mois plus tard, c'est plus les mêmes personnes, quoi. Pourtant, il s'est pas passé grand-chose. Enfin, je veux dire, si, il s'est passé des choses, mais rien de tellement extraordinaire, quoi. Et donc ça, c'était un peu le leitmotiv de se dire, il suffit de pas grand-chose. Et quand on est suffisamment
convaincus de ce qu'on veut et de ce qu'on raconte. Et ben, en fait, il y a plein de fois où ça marche, quoi. Et donc, moi, j'étais vraiment dans cette optique-là. Je me disais, mais nous, vraiment, moi, rien ne m'arrêtait, quoi, à l'époque. Et du coup, c'était assez. C'était chouette aussi de s'en apercevoir quand on allait à la rencontre. Enfin, moi, j'allais là en disant, bah, en fait, j'allais voir les gens en leur disant, on veut installer voilà, des centres de formation ici. Mais LP4I, c'est une organisation qui est basée sur la frugalité. L'idée, c'est de se dire, avec le moins d'argent possible, on va en faire le plus. Et surtout, tout l'argent qu'on va lever, on va essayer de l'investir dans les activités avec les jeunes, dans la formation des jeunes, pour leur allowance, et puis pour pouvoir payer un loyer pour le centre, etc. etc. On fait tout vraiment de façon à ce que tout l'argent soit injecté là. Il n'y a pas de siège, c'est pour ça que tout le monde est en volontariat de solidarité internationale. Voilà. Et donc, du coup, quand on va voir les gens, quand on est une organisation internationale, qu'on arrive dans un pays comme le Liban, ou enfin, en tout cas, n'importe quel pays, mais en fait, les gens, ils ont l'impression que tu arrives avec un sac plein de fric, quoi. Et du coup, bah, nous, on était obligés de dire, moi, je suis obligée de dire, non, moi, je m'intéresse beaucoup à ce que vous faites et j'aimerais bien que vous vous intéressiez beaucoup à ce qu'on fait, mais il ne s'agit pas d'argent, là, quoi. Et du coup, ce qui était fou, c'était de voir le nombre de personnes que tu arrives à engager avec toi, qui prennent de leur temps, de leur énergie, de leur, même de leur, comment dire, de leur, pas respectabilité, mais enfin, tu vois, ils vont prendre ton nom pour eux, te recommander à d'autres gens, etc. Juste parce que tu as réussi à les convaincre d'un truc, alors que toi, tu vois, à l'époque, j'avais 23 ans à ce moment-là. Enfin, je connaissais, tu vois, je n'avais pas eu d'expertise très forte dans tous ces trucs-là, quoi. Ni du pays, ni de la géopolitique, ni même tu vois, de la situation de précarité, de pauvreté des jeunes, etc. Donc, ça doit vraiment venir de ton propre, ce par quoi tu es convaincu, quoi. Et bon, il y avait plein de moments où ça marchait, quoi. C'était... Voilà. Après, bon, depuis, je pense que il suffit pas forcément de rêver quelque chose pour que ça arrive. Il y a eu des petits, des petits murs quand même, mais voilà. Et donc, du coup, ton expérience au Liban, elle s'est terminée au bout de quelques mois. Est-ce que ça a été prolongé justement avec le Covid, enfin tous ces obstacles que tu as rencontrés? Comment ça s'est terminé le Liban? Est-ce que du coup les objectifs ont été atteints, les Ouais. ambitions atteintes? Bah oui, en fait, non, bah, ça existe toujours, LP4I au Liban. Moi, j'ai lancé la première équipe. Alors, j'étais pas toute seule, hein, j'étais coordinatrice du projet, mais on était plusieurs à travailler dessus, évidemment. Et d'ailleurs, ça, c'était aussi très fort chez LP4Y. C'est à la fois comment, moi, les amitiés que j'ai créées cette année-là, particulièrement au Liban, elles sont hyper fortes et je pense qu'elles dureront toujours. Et ça, c'était aussi, c'est aussi révélateur, je pense, de la valeur d'un projet, quoi, quand ça réussit à fédérer aussi vraiment les gens qui font partie de l'équipe. Et donc, du coup, on a monté d'abord un premier centre à Beyrouth, voilà, qu'on a installé à Bourj Hamoud, qui est un quartier arménien, qui est un vieux, vieux quartier. Et puis ensuite, on a ouvert un deuxième centre plutôt dans le nord du pays, pas très loin de Batroun, qui est une ville plutôt genre station balnéaire, et un peu dans la montagne. Et bon, là, qui a dû fermer, mais j'espère qu'il y a un autre centre qui va pouvoir ouvrir à sa place. Mais voilà, et donc aujourd'hui, LP4I continue, et tu vois, on a ouvert du coup, je suis perdue dans toutes ces dates, mais en 2021, quoi, ou début 2022, je pense que c'était l'inauguration du premier centre. Et depuis, bah, ça existe encore. Et moi, j'y étais là cet été à Beyrouth, où je suis revenue passer du temps dans le centre, dans l'appartement qu'on avait trouvé pour les volontaires qui est juste à côté du centre. Et bah, ça a pas trop bougé, hein. Ça a pas trop bougé. Donc tout ça existe et a été assez solide. Et puis voilà, après, quand on fait ce genre de projet, on espère toujours que ça va disparaître quand même, parce que si ça disparaît, ça veut dire qu'il n'y a plus de besoin. Mais bon, moi, je suis quand même contente que ça existe encore, parce que c'est vrai que le jour où LP4I fermera au Liban, ça va quand même fermer aussi une petite parenthèse. Enfin, ouais, ça va fermer un vrai chapitre de ma vie, quoi. Et tu parlais plutôt un peu des profils de ces jeunes, voilà, qui ont beaucoup de savoir-faire, de talent, mais qui n'ont pas forcément les moyens, en tout cas, d'aller un peu plus loin. Entre ton expérience en Inde et ton expérience au Liban, est-ce que tu as remarqué les mêmes enjeux dans ces deux pays-là?
que ce soit en termes climatiques, de la place des femmes? Est-ce qu'il y avait des points communs ou est-ce que tu as eu le sentiment de faire face à des enjeux complètement différents? Et si oui, du coup, lesquels étaient plutôt pour l'Inde, lesquels étaient plutôt pour le Liban? Je dirais il y a des choses qui bougent pas beaucoup et en effet, par contre, il y a des choses qui sont très divergentes. Je dirais que c'est pas tant les jeunes en eux-mêmes que la situation autour d'eux. C'est-à-dire qu'au Liban, on était dans un pays qui était un pays qui avait été et qui est encore, par certains aspects, un pays qui est assez fort en fait. Hein, le Liban, il n'y a pas si longtemps, on disait encore que c'était la Suisse du Moyen-Orient, Mm. etc. On connaît les belles années du Liban, on connaît aussi, voilà, les Libanais, ils ont des commerces et des restaurants partout dans le monde. On sait aussi à quel point ils sont très bien éduqués. Au Liban, les études, c'est très important. Donc souvent, les Libanais, ils parlent plusieurs langues. Ils ont un, deux, voire trois masters, doctorats, etc. Enfin, ça arrive très souvent, même quand on est dans des quartiers qui sont hyper pauvres. Tu achètes un truc dans vraiment un petit magasin tout pourri. Tu discutes 2 secondes avec le gars et il dit qu'en fait, il a un PhD en je sais pas quelle matière, tu vois. Mm. Enfin, voilà. Et en même temps, c'est un tout petit pays. C'est un pays, ça fait la taille d'un département français. Mais il y a un peu plus de 15 communautés religieuses différentes. Il y a 30 ans de guerre civile qui sont là, qui continuent. C'est quand même un endroit géographique du Mm. monde qui est en tension, même pire que ça. Et donc, bon, c'est vraiment un pays particulier, quoi. Et donc, au Liban, moi, quand je suis arrivée, c'était le moment vraiment, je t'ai dit, quand on est arrivé, c'était le début de la crise économique. Et moi, j'ai vu le pays tomber, 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 tomber. Et aussi bien qu'à un moment donné, même moi, c'est vrai, ça m'a un peu, ça me déprimait, quoi, pour le dire simplement. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tu te dis, mais en fait, à chaque fois que tu as l'impression que tu as touché le fond, bah non, Mm. on peut aller plus bas encore, quoi. Et du coup, voir le pays devenir... et c'était terrible, enfin, les prix, c'était abominable. Franchement, la dévaluation d'une monnaie, c'est vraiment très, très, très dur à ce point-là, quoi. Et donc, euh, et donc, on était dans un pays qui était plutôt dans un truc sur le déclin. Alors qu'en Inde, on est dans un pays qui est 1000 fois plus grand. Je sais pas si c'est pas 10 000 Mm. fois, j'ai pas les trucs en tête, mais enfin, c'est tellement plus grand, enfin, Mm. c'est incomparable, et qui est dans un boom Mm. extraordinaire. Donc, si tu veux, forcément, la Ouais. situation du marché de l'emploi, etc., elle n'est pas la même. Nous, on fait de l'inclusion professionnelle, etc. Donc, bon, évidemment que c'est pas la même chose, quoi. Je veux dire, au Liban, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'emplois. Donc, si les familles disent, bah non, par exemple, ma fille, elle veut pas aller travailler, je veux pas qu'elle aille travailler, bah, c'est pas tout à fait la même chose que en Inde, où de toute façon, enfin, du travail, en vrai, il y en a, quoi. Euh, donc voilà. Après, donc, je dirais que c'est plutôt le contexte extérieur qui change. Euh, mais sinon, bah, en fait, oui, c'est des cultures différentes, mais les problématiques, nous, on accompagne beaucoup des jeunes femmes. Et moi, j'ai surtout vu des jeunes femmes dans mon expérience avec chez LP4Y. Et c'est vrai que bah, ce qui change pas, c'est vraiment, et ça c'est quand même souvent assez triste, bah, de voir, oui, des mariages forcés, des jeunes qui ont des enfants très tôt alors qu'elles n'en ont pas envie, qui sont pas du tout indépendantes, qui doivent se faire accompagner par leur frère ou par leur père ou par leur cousin pour sortir dans la rue. Et puis en Inde, j'ai vécu dans pas mal d'endroits qui étaient musulmans. Donc tu vois, même la problématique du voile, etc. J'ai vu plus de burkas en Inde qu'au Liban, tu vois. Au Liban, les femmes, il y a pas mal de femmes qui sont voilées. Il y en a qui ne le sont pas, il y en a où c'est accepté. Mais c'est assez rare de voir des voiles intégrales. Alors qu'il y a plusieurs quartiers en Inde où j'ai vécu, où c'était le cas, où tu vois pas une seule femme qui est pas en burqa intégral. Euh, donc, euh, donc voilà, je dirais que là-dessus, c'est sûr qu'il y a des choses qui ressemblent très fortement. Euh, c'est juste que c'est pas du tout le même contexte Mm. derrière. Ok. Puis la pauvreté est pas la même aussi. Mm. En Inde, c'est une pauvreté qui est quand même plus, je vais dire, plus extrême, Mm. parce qu'elle est à large échelle. Et qu'il y a vraiment, quand on est dans un bidonville, en Inde, on est dans un vrai bidonville. Au Liban, les bidonvilles, c'est les camps syriens.
Euh, mais sinon, non, dans le quartier où j'étais, c'était un quartier qui était pauvre, mais c'était pas du tout un Mm. bidonville. On peut pas l'appeler un bidonville. Et du coup, comment a émergé l'idée d'un documentaire? Est-ce que c'est justement en faisant face et en observant un peu tous ces enjeux que là, tu t'es dit peut-être que là, il y a enfin quelque chose à dire, à montrer un peu au reste du monde? Est-ce que c'est Romain qui est venu vers toi et qui a fait émerger cette idée-là? Comment est-ce que c'est arrivé à la fin du Liban? Est-ce que c'était pendant ton expérience même dès l'Inde? Ben écoute, là, comme on commence, en ce moment, là, on fait les premières du film. Et j'ai une amie qui était ma colocataire quand j'étais à Kolkata, justement, au moment du Covid. Quelqu'un que j'aime beaucoup et qui m'a rappelé ça. Et je me dis, c'est dingue parce que moi, je me rappelle même pas trop. Mais elle m'a dit, elle a vu qu'on sortait le film, on s'était pas parlé depuis très longtemps. Et elle a vu que je sortais le film alors qu'elle, elle n'avait pas du tout. Elle habite dans le sud de la France, etc. On n'est plus vraiment en contact. Et elle voit sur Facebook quelque chose en rapport avec le film. Et donc, elle m'envoie un message et on discute. Et elle me dit, ah, mais je suis trop émue parce que je me rappelle que tu avais déjà ce rêve de faire un film, etc. Et donc, je pense qu'on en avait parlé dès le départ avec John quand j'étais arrivée. Il savait Mm. que j'avais fait un peu des études de cinéma, que j'avais le désir de faire du cinéma. Et je pense que lui, ça l'intéressait. C'était déjà quelque part dans sa tête, Mm. sûrement, de faire un film qui donne vraiment une voix aux jeunes et tout ça, qui l'accompagnait et qu'il n'avait pas attendu de me rencontrer pour avoir l'idée, mais Mm. se dire, ah bah tiens, Mm. elle peut faire du cinéma, bah, moi, ça m'intéresse. Mm. Et puis après, c'est Romain lui aussi, de son côté, il avait envie de faire un film, mais lui, voilà, il n'avait pas vraiment de pied dans le cinéma et tout ça. Donc, il cherchait, je pense, quelqu'un qui pouvait concrètement réaliser un film, là où peut-être lui, il se sentait pas de réaliser un film tout seul, quoi. Et vous vous Et, connaissiez à l'époque avec Romain on se ou... connaissait pas beaucoup. Mm. On avait dû être un petit peu en contact dans nos missions respectives. En fait, on a commencé à Alpha en même temps. Mm. On a commencé en même temps, sauf que lui, il était en Indonésie et moi, j'étais voilà entre l'Inde et Mm. le Liban. Donc, du coup, on avait été en contact un petit peu parce que j'avais lancé pendant le Covid un truc qu'on a appelé les LP4Y Stories. Et donc, au départ, l'idée, c'était d'avoir un truc en interne entre nous, d'essayer de faire remonter des histoires. Comme on était confinés, qu'on pouvait plus bouger, que tout le monde était hyper stressé, je me disais, bah, faut qu'on arrive à faire remonter des belles histoires Mm. entre nous. Que ce soit des jeunes qui le font de chez eux, que ce soit des volontaires, que ce soit des... Voilà, ça peut être des choses artistiques, ça peut être des choses plus... Et du coup, Romain, lui, il écrivait des articles à l'époque sur voilà, son expérience. Il avait un journal en ligne, en fait, un espèce de web magazine. Et donc, il écrivait des articles, il publiait sur ce web magazine. Et donc, évidemment, bah, moi, j'avais vu ça, donc ça m'intéressait pour ma petite... voilà, pour les LP4I Stories, quoi. Et puis après, on avait externalisé, on l'avait envoyé, on en avait fait un outil de communication, mais au départ, c'était vraiment entre nous, à l'intérieur d'LP4Y. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, on avait été en contact. Mais c'est tout, tu vois, on ne se connaissait pas plus que ça. Et puis moi, pour le dire, en fait, c'est un peu comme souvent dans la vie, je marche assez à l'instinct. Euh, et c'est vrai que... Donc, je t'ai dit, j'ai commencé par faire une année de prépa cinéma. Ensuite, je suis partie, j'ai fait de la philo. Ensuite, je me suis dit, bon, je laisse tomber tout ça, je vais partir au bout du monde, de travailler dans une ONG. Là, j'ai fait, en fait, 1000 métiers à la fois, parce que, bon, on a toutes les casquettes, quoi, quand on, quand on fait ce genre de Mm. boulot. Et du coup, voilà, une expérience professionnelle très riche, dans ces 2 ans, quoi, je veux dire. Et puis après, je reviens en France et là, je me dis, bah, je veux faire quoi? Et là, j'ai quand même envie de faire du cinéma, moi. Donc, je me dis, bah, je vais préparer la Fémis. Au départ, tu vois, enfin, je vais tenter la Fémis, qu'au départ, j'avais préparé pendant un an dans cette classe prépa. La Fémis, c'est la grande école de cinéma en France, qui est située à Paris, qui est une école qui est financée par l'État et qui est très prestigieuse. Et ça dure 4 ans et le concours est ouvert jusqu'à des gens qui ont 27 ans maximum, bac plus 2, voilà, et c'est un concours très long, très complexe, qui est très intéressant d'ailleurs, et qui dure en fait, si on passe toutes les...
il y a 3, voilà, on passe le premier round, puis si on va deuxième round, troisième round. Donc, si on va jusqu'au bout, en fait, ça dure 6 mois en tout, voire un peu plus. Et ça demande beaucoup de travail. Voilà, c'est des exercices un peu complexes, très intéressants. Je vous invite à aller vous renseigner. Et donc, j'avais tenté, donc après Alpi Forêt, j'ai tenté de faire ce concours et j'ai réussi à passer toutes les épreuves jusqu'au dernier en réalisation, parce que ça prépare à tous les métiers du cinéma, le son, l'image, le scénario, etc. Donc, moi, je préparais la réal, qui est évidemment le truc le plus demandé. Donc, au départ, on doit être, je sais pas, 800 000 candidats et à la fin, il y a 5 personnes qui restent, quoi. Et donc, moi, j'étais dans les 13 derniers. Et donc voilà, et puis je suis pas prise au grand oral. Voilà, ils me prennent pas, bon, ok. Et puis là, je me retrouve à un moment de ma vie. En plus, j'avais eu une rupture très compliquée. Et voilà, sur le plan personnel, j'étais dans un moment vraiment où je devais avoir beaucoup de courage pour me dire, vas-y, c'est pas grave, ça va aller. Et puis, je venais de rater la Fémis à ça. Et je me disais, je regardais mon parcours, je me disais, bah Rachel, c'est cool, tu as fait des trucs vraiment intéressants. Tu t'es jamais dit, ah bah non, reste là, c'est plus sécure. Au contraire, tu t'es toujours dit, bah non, je m'en vais quand voilà, j'y vais et puis tant pis, j'essaye. J'ai quand même voilà, été assez audacieuse dans mes choix et je me dis mais ça, en fait, ça, comment tu fais sens avec tout ça quoi? Ok, c'est super, le cinéma, la philo, l'étranger, le fait de t'engager, enfin tu vois, le fait d'avoir comme ça d'essayer d'avoir un impact social, etc. Comment est-ce que tu arrives à faire se rejoindre tout ça, quoi? Et donc, quand Romain m'a appelée, et moi, j'avais déjà en plus le truc de John, quand je l'avais revu, après plusieurs fois, quand je le voyais, quand j'étais revenue, j'avais arrêté Alpi Forêt, il me disait, ah, mais tu sais, pense quand même au film et tout ça. Bon, moi, je me disais, waouh, ça va reconnaître une histoire. Je connais Alpi Forêt, je connais aussi. Et je me disais, bah ouais, ça va être super. Et les personnes qui vont faire ce film vont avoir une aventure extraordinaire. Mais je me disais, ça me paraissait être une montagne qui, voilà, il fallait avoir la gravir, quoi. Et donc, moi, je me disais, bon, je vais tenter la Fémis, on verra. Et puis, donc, quand Romain m'appelle en me disant, en parlant de son idée de faire un film, voilà, je me dis, bah, en fait, tout s'aligne, quoi. Ouais, tout s'aligne, en effet. Tout Enfin, s'aligne, tout se regroupe. dans un moment. Et donc, du coup, évidemment, que j'ai dit oui. Et ça, c'est pareil, je le dis souvent, mais en réalité, heureusement que j'ai pas eu la Fémis. Parce que si j'avais eu la Fémis, moi, là, au moment où Romain m'appelle, c'est en août qu'on s'est parlé la première fois, je me rappelle, moi, j'étais chez mon père qui habite en Grèce. Donc, je suis en Grèce, au milieu de nulle part, en train d'essayer de me retaper un peu. Et puis, Romain m'appelle. Moi, si j'avais eu la Fémis, à ce moment-là, évidemment que je faisais ma rentrée en septembre. Donc, et ça durait 4 ans, la Fémis. Donc, j'aurais jamais fait ce film, en fait. Et là, bah, du coup, oui, je me suis dit oui, alors même que c'était quand même un pari hyper risqué, quoi, parce que on a eu que des premières fois sur ce film, pour tout le monde. Donc, du coup, voilà, on faisait un truc qui ressemblait pas du tout aux autres films. Je veux dire, même dans la façon, non seulement le film, je crois, ressemble pas trop aux autres films, mais même dans la façon de le faire, de le fabriquer, de mettre en place les conditions de possibilité de ce film. Tout ça, on a fait notre propre setup, quoi. Et donc voilà, pour moi, ça a été une magnifique école, en un sens. Surtout que le film, en fait, il y a presque 5 films en un. Il y a bien 4 parties différentes, 4 films. Et je dirais que ce qu'on a tourné à New York, il y a encore quelque chose de différent. Donc pour moi, ça a été aussi hyper intéressant d'aller chercher des idées de mise en scène dans des directions très différentes. Et puis d'apprendre véritablement, de me dire, je commence, mon premier film, ce sera un long métrage. Et il va sortir au ciné, quoi. Donc, ça, vous le saviez dès le début? Ouais, ça, on l'avait. Ouais, lui comme moi, franchement, moi, quand il m'a dit, je veux faire un film, je dis, ok, moi, je veux bien qu'on fasse un film, mais je te préviens. Moi, je suis d'un télo. Je prends ça au sérieux. Le cinéma, pour moi, c'est pas Netflix. Non, moi, tu vois, mes références de films et tout, c'est du lourd. Non, je vais pas. Non pas pour dire, on va faire un film aussi bien que. Non, on n'a pas fait un chef-d'œuvre non plus. Mais je veux dire, il fallait qu'il y ait vraiment que ce soit exigeant artistiquement, intellectuellement, humainement. Et du coup, il fallait que ce soit un vrai film de cinéma, quoi. Moi, je disais, si tu veux faire un reportage ou un documentaire, un peu, voilà, super, tu vois, même peut-être que ça a du sens dans ce cas-là, tu vois, pour pouvoir parler de ces sujets, que ce soit... Mais moi, je suis pas la bonne personne. Et du coup, non, lui, au contraire, je crois que ça lui a plutôt plu. Et du coup, non, dès le départ, on s'est dit,
on savait pas si on allait sortir le film. Parce que tu sais, il y a Mm. 80% des films qui sortent au cinéma qui ont déjà un distributeur. Nous, évidemment, on ne pouvait pas avoir de distributeur vu qu'on est des personnes Mm. et que du coup, bah, on se disait, bah, on fait le film. On va mettre beaucoup d'énergie, Mm. beaucoup d'argent dans ce film. Enfin, beaucoup d'argent, on va essayer de le faire le moins cher possible, mais quand même, tu vois, c'était un coût. Et du coup, bah voilà. Mais après, est-ce qu'on va réussir à trouver un distributeur? Bah, on ne savait Mm. pas, quoi. Donc, c'était le pari. Mais ouais, Mm. on voulait le faire. Et du coup, comment le projet s'est construit? Donc, Romain t'as appelé, t'as embarqué du coup dans l'aventure. Après, comment l'équipe s'est construite? Comment le projet a grandi? Est-ce que du coup, vous êtes parti, il me semble, 1 ou 2 ans sur 1 ou 2 ans de tournage, c'est ça? Ouais, alors le tournage, en fait, on a fait, ça aussi c'est assez original, c'est qu'on a fait la pré-production au Liban, ce qui nous a permis, en fait, enfin moi, ça m'a permis de faire beaucoup de repérage au Liban et du coup de pouvoir prévoir le tournage qui allait arriver beaucoup plus tard au Liban. Mais du coup, on a passé à peu près 3 mois à faire de ce qu'on appelle la pré-production au Liban. Ensuite, on a tourné pendant 10 mois. Donc là, c'était à peu près 2 mois par pays. Et ensuite, on a eu à peu près 10 mois, on va dire encore, un peu plus de 10 mois de post-production. Sur ces 10 mois, on en a fait 4 en Inde. C'est en Inde, à côté de Kolkata, dans un centre qui n'existe plus maintenant, mais qui était dans l'Ouest Bengale, donc environ 1 heure de Kolkata, vraiment dans les villages. Et c'est là qu'on est parti avec Simon, le monteur du film. On est partis tous les deux. Et là, on a passé 4 mois dans notre petite salle, pas loin des jeunes, tu vois, qui avaient leur training. Là, c'était un centre où les jeunes restent, comme c'est des centres qui sont en région rurale, les jeunes, ils restent 3 mois et non pas 6 mois. Mais du coup, ils sont là tout le temps. Et donc, voilà, on était au milieu de la jungle quand on montait ce film. Et c'était super. Avec Simon le monteur, ça a été tout de suite un coup de foudre amical et même professionnellement. Enfin, je veux dire, Mm. on a passé vraiment, on a pris beaucoup de plaisir, je crois, à monter ce film ensemble. Et, et du coup, lui, il me disait ça souvent que bah, lui, il est monteur. Donc, il adore son métier, il est Mm. passionné, il est extrêmement talentueux, il est super fort. Mais bah, en fait, quand tu es monteur, tu bouges pas, quoi. Mm. Il habite à Ça, c'est Bruxelles et ouais. donc tu montes de ta chambre à Bruxelles. Voilà, Mm. quoi, au maximum, tu vas aller monter chez le réal. Enfin, bon, même le réal, Mm. et donc là, pour lui, c'était trop cool de se dire, ah bah là, on me propose un projet où on me dit, tu vas aller monter à l'autre bout du monde, quoi. Et, euh, et c'était bien. Je crois que c'est vraiment chouette parce qu'on est aussi imprégné dans ces moments-là. Il Oui, faut être. oui. C'est là que le film se fait quand même Ouais. vraiment au montage. Donc il faut trouver la source d'inspiration partout. Et c'est vrai que là, on était en plein dedans, quoi. On était en plein dedans. Le film, en tout, on va dire, il a mis 2 ans à se faire. Ok. Mais il s'est fait donc avec 10 mois de tournage. Mm. Et puis, voilà, donc un peu de pré-production et puis pas mal de post-prod. Mais en fait, tout ça, c'est globalement fait à l'étranger, quoi. Mm. En vivant dans les centres Ouais. LP4Y, toujours en contrat de volontariat de Mm. solidarité internationale, avec les équipes qui, elles, bah, faisaient leur boulot plus habituel, quoi, qui était de former les jeunes. Mm. Et donc voilà, donc en fait, finalement, j'ai passé 4 ans et demi chez LP4Y. Mm. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi, le fait de passer voilà, enfin derrière la caméra? C'était quoi enfin, tout le périmètre de ton rôle dans le cadre de ce documentaire? Est-ce que tu as participé aussi voilà, au scénario, au choix des personnages? Et qu'est-ce que tu as ressenti aussi le fait de passer enfin voilà, en tant que réalisatrice? Est-ce que ça a confirmé aussi voilà, une envie de continuer dans ce chemin-là? Bon, beaucoup de questions dans ma Oui, question, oui, mais non, t'inquiète. Oui, oui, bah, je crois que c'était beaucoup de pression parce mm, qu'il y avait beaucoup de travail. Parce que le pari, encore une fois, on voulait, en fait, moi, je voulais tout. Alors, je voulais à la fois faire un film qui soit un vrai film, etc., où on ait une vraie proposition formelle, où on ait une vraie proposition artistique. En même temps, je voulais faire un film qui soit accessible à tout le monde, un film qu'on arrive vraiment, vraiment profondément à faire un film, non pas sur ces jeunes, mais avec eux, donc à vraiment mm, essayer de retranscrire leur histoire et leur manière de voir le monde en propre à eux. Et du coup, bah,
ça, le travail avec des gens amateurs, moi-même j'étais assez amatrice, mais je veux dire, voilà, surtout avec des jeunes comme ça qui connaissent vraiment rien du tout au cinéma, ça c'était un truc que je trouvais hyper intéressant Mm. tu vois, aller creuser, mais en même temps qui est aussi super challengeant, quoi. C'est sûr que Mm. c'est pas facile. Et puis le fait d'être tout le temps, tu vois, c'était un rythme effréné. On avait en fait assez peu de temps. On avait 2 mois sur les 2 mois de tournage. On arrivait avec le reste de l'équipe dans le pays où on allait tourner. En gros, il y avait 2 semaines où moi, j'allais rencontrer tout plein de jeunes, etc., aller me balader, faire des repérages, essayer de se dire, OK, ça, on peut lier à ça, ça, on peut faire ça. En fait, tu crées Mm. l'histoire ou ce que tu vas raconter là pendant ces 2, 3 semaines dans ta tête. Et puis ensuite, fallait le tourner, quoi. Donc ça allait hyper vite. Et donc oui, j'étais très... Enfin là, la stimulation, elle était Ouais. à son Mm. maximum. Et je me sentais... Mais j'en ai des très bons souvenirs, je crois même, surtout les moments où tu es tout seul, tu sais, où en fait c'est là où ça se passe dans sa tête et tu cherches une solution, tu te dis, ah bah, mais comment ça peut marcher, comment tu vas, et puis hop, tu trouves. Et j'étais complètement obsédée. Mm. Je pensais franchement, je pensais à pas grand-chose d'autre. Mm. Mais en même temps, c'était tellement riche. Mm. Je veux dire, comme Mm. on a fait un film où il y a tellement de personnages, où il y a tellement de choses, peut-être un peu trop, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a tellement de choses dans ce film et on vivait tellement de choses, parce qu'en plus, il y a plein de choses qu'on n'a pas mis dans le film, mais que du coup, bah, t'es tout le temps, 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 tout le temps stimulé, quoi. Et c'était un bonheur. Moi, j'adore ça. Je Mm. crois que je serais pas heureuse si je fais pas Mm. quelque chose qui est d'ordre Mm. artistique. Ça, j'en suis à peu près sûre. Et je sais que les gens qui me connaissent bien, mes proches, quoi, mes proches, quand ils m'ont vu pendant le film ou même après, etc., je pense que c'était assez clair que j'étais quand même Mm. assez bien je me Mm. sentais bien à ma place. Même si oui, Mm. c'était très, Mm. comment on dit en français, je sais pas, overwhelming, quoi. Mm. Il y avait des Bien sûr. moments, voilà, Ouais, forcément plus bien sûr. compliqués. Ouais. Et le choix du coup du scénario, voilà, le choix de mettre en lumière vraiment 4 personnes en particulier, que ce soit en Indonésie, en Inde, au Liban et une personne réfugiée en France. Est-ce que ce scénario, il est venu en construction avec Romain, ou plutôt de toi? Est-ce que c'est venu du coup, comme tu disais, quand tu es arrivé sur place et que là, c'est construit progressivement, ce scénario-là? Vous saviez dès le début en En fait fait, vers avec où vous alliez? Romain, quand on a discuté les premières fois, il me semble que lui, sa ligne, c'était de dire, parce que lui, il était à Londres à l'époque, et lui, ce qu'il me racontait, c'était, bah écoute Rachel, moi là, ça fait 2 ans que j'ai terminé mon expérience avec Help4Why, et non seulement je m'ennuie un peu, et deuxièmement, j'ai l'impression que bah, les jeunes que j'ai côtoyés chez LP4Y, en fait, ils ont plein de trucs à nous apprendre et j'aimerais bien le transmettre ça aux autres jeunes Mm, autour de moi. mm, Et puis l'idée aussi très importante pour lui qui était de dire bah, tous les enjeux de société vraiment importants aujourd'hui, et importants aujourd'hui parce qu'ils sont importants pour demain. Donc le réchauffement climatique, la place de la femme, l'exil, enfin voilà, tous les sujets du film en fait. Bah, tous ces enjeux-là, bah, les principaux concernés, bah, c'est pas en fait les gens mm, qui vivent dans les pays occidentaux qui mm, les vivent, c'est vraiment plutôt bah, les jeunes ou la communauté des jeunes qu'on accompagnait chez LP4Y. Et du coup, bah, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on les entend pas plus. Ça, c'était mm, vraiment, ça, c'était l'idée de Romain. Je pense que c'est ça qui le motivait à mm, vouloir faire un film. Et il voulait faire un film parce qu'il se disait le film, c'est un médium qui permet de toucher beaucoup de monde. Et c'est vrai que le film, c'est l'art total, tu vois. Donc, du coup, bah oui, c'est sûr que c'est un médium hyper intéressant pour toucher les gens parce que c'est ce qu'on appelle l'art total, quoi. Le plus total jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas les odeurs au cinéma, mais c'est tout. Et donc, donc voilà. Mais il y avait pas du tout d'idée de scénario. ouais, Voilà, lui, il n'avait pas encore trop ouais. pensé à ça. Donc assez vite, je lui ai dit, et on s'est dit ensemble, de toute façon, bah en fait, il faut trouver des personnages. Mm, mm, On mm, va pas raconter non plus mm, l'histoire de 40 000 personnes. Déjà, on raconte beaucoup mm, d'histoires.
Donc voilà, on s'est dit, on va se concentrer sur des personnages. Et puis, les pays sont arrivés très naturellement. C'est-à-dire que, étant donné les thématiques dont on voulait Mmh. parler dans le film et étant donné, nous, nos expériences, bah, en fait, ça s'est défini très facilement. L'Indonésie, bah, Romain, lui, il avait passé sa mission avec Help4All en Mmh. Indonésie. Et en Indonésie, Mmh. c'est un des pays les plus touchés par les Mmh. conséquences du réchauffement climatique, notamment avec la montée des eaux, etc. Donc, c'était assez évident. L'Inde, moi, ça me paraissait, on Mmh. pouvait pas y couper, quoi. Et puis moi, Mmh. je trouvais ça hyper inspirant. Et puis en Inde, il y a tellement de choses à dire sur tous ces sujets-là. Le Liban, parce que aussi c'était une région du monde qui était intéressante. On avait l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud. Là, avoir un pays du Moyen-Orient, c'était aussi chouette. Et puis il y avait aussi toute la situation géopolitique avec la Mmh. question de l'exil, des communautés différentes, la communauté palestinienne, la communauté syrienne, comment est-ce que tous ces gens-là vivent ensemble. Et puis, Mamadou à Paris, enfin l'idée avant que ce soit Mamadou, c'était juste un jeune en situation d'exil. Moi, quand j'étais rentrée en France après Help4All, j'étais beaucoup engagée, enfin beaucoup engagée, j'exagère, mais j'étais engagée au départ pas mal avec des associations qui viennent voilà, accompagner des personnes en situation d'exil. Notamment, je donnais pas mal de cours de français avec le BAM. Et puis après, je faisais quelques maraudes, Mmh. etc. Et donc, du coup, et ça, c'était une question qui, moi, me touchait depuis toujours, avant même de partir chez LP4Y. Je viens aussi d'une famille un peu particulière, assez extraordinaire du côté de ma mère, mais où il y a vraiment pas de frontières, quoi. Mmh. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne l'humanité et le lien qu'il doit y avoir entre Mmh. les gens, il n'a jamais été question de frontières. Donc, pour moi, ça a toujours été hyper étrange d'être dans un pays où je sentais pas mal de gens qui comprenaient pas cette Mmh. idée-là, quoi. Mmh. Et tu vois, il y a des phrases comme ah ben on peut pas accueillir toute la misère Mmh. du monde, qui sont en plus complètement déviées parce que cette phrase-là, il me semble que c'est Rocard qui l'a dite la première fois, faudrait vérifier. Mais c'est on peut pas accepter toute la misère du monde, mais il faut bien en prendre notre part quand même. Mmh. Mais tu vois, je veux dire, moi, j'ai jamais compris ce raisonnement-là. Mais aussi parce que ça, je le dois, tu vois, aussi aux valeurs, etc., notamment de mes grands-parents et du coup de mes parents. Mais ça me enfin, ça me paraissait atroce de me dire qu'il y avait tellement de gens, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, mais qui étaient prêts à mourir pour vivre. Parce que Mmh. la traversée de Ouais, ouais. toutes ces personnes-là, Ouais. c'est quand même c'est Mmh. des histoires de vie assez incroyables. Mmh. Et je crois même qu'on peut dire que la dernière grande aventure humaine aujourd'hui, c'est l'aventure de l'exil. Parce que quand on est passé par tout ça, quand on a dû tout recommencer, etc., je pense que vraiment, on est forcément humainement traumatisé et en même temps, on touche presque à un truc de l'ordre du sacré. Du coup, donc, dans le choix des protagonistes, dans le scénario que vous avez imaginé, il y a une grosse fibre artistique pour chaque personnage. Est-ce que ça, tu pourrais nous dire pourquoi et qu'est-ce qui a enfin, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire en sorte que chaque personnage montre un talent, que ce soit la danse, la photo, l'écriture? Ouais, bah en fait, ça c'était vraiment dès le départ, c'est venu, l'idée est venue très vite parce que il fallait qu'on trouve un moyen que chacun puisse porter sa propre voix. Et ça, c'est ce que je te disais un peu Mmh. tout à l'heure en disant, bah, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du cinéma ou même de porter leur parole, en fait, tout simplement. Et du coup, il fallait qu'on arrive à trouver une forme qui aille pour chacun et qui soit véritablement la sienne. Et fallait aussi une manière de pouvoir non pas seulement parler de soi, mais parler de soi pour faire écran et raconter l'histoire de toute une communauté autour d'eux, quoi. Mmh. Et du coup, dès le départ, je me suis dit, bah, il faut qu'on trouve des jeunes, et ça m'intéressait en plus formellement, de me dire, on pourra formellement faire des choses intéressantes avec ça. Et de dire, bah voilà, porter une autre voix, ça veut dire aussi forcément la porter de façon un peu différente. Et il devait y avoir une différence dans la forme, quoi. Et donc, l'idée d'avoir des jeunes qui avaient chacun une fibre artistique différente, elle est venue très vite et ça a même été un des choix qui a orienté les choix de casting. Mmh. OK. Évidemment, parce que du Mmh. coup, bah, on Bien cherchait sûr. quand même des gens qui avaient ça, qui portaient ça en eux, quoi. Et il fallait que Ouais. ce soit un truc différent à Ouais, chaque bien fois. sûr. Et maintenant que tu es voilà, de retour en France, depuis cette expérience, maintenant que le film va être voilà, projeté dans les cinémas, avec du recul, qu'est-ce que tu vas retenir de cette expérience? Est-ce qu'il y a un moment que tu aurais envie de nous partager qui a été soit marquant, soit un peu plus compliqué, mais qui t'a fait grandir d'une certaine manière?
quelque chose dont du coup tu es hyper fière? Enfin, en tout cas, peut-être un moment dont tu as envie de te rappeler ou ce qui t'a voilà, porté pendant ces 2 ans quasi de tournage? Ouais, il y en a eu Oui, énormément. j'imagine. Il y en a eu Ouais. énormément, il y en a eu vraiment énormément. J'ai des souvenirs incroyables, de Lakshmi, tu vois, d'être dans la Mmh. rue à Delhi, au milieu de tout ce brouhaha Mmh. et d'avoir, là, une des séquences qu'on tournait devant chez elle, il y avait tous les voisins, tu Mmh. avais genre, 150 personnes qui étaient là en train d'attendre, de regarder, qui comprenaient absolument pas ce qui se passait. C'était hyper marrant, à New York, les filles, elles Mmh. s'ouvraient de plus en plus, elles étaient littéralement brillantes, Mmh. quoi. C'était shiny, quoi. Tout le monde venait nous voir, on attirait tout le monde parce qu'il y avait une telle énergie. Au Liban, le tournage s'est passé, c'était magnifique. Les gens s'ouvraient, ils étaient là, on avait besoin de rien faire, on posait la caméra. Avec Gwen, le chef op, ça faisait pas mal de temps qu'on tournait ensemble, donc on n'avait plus besoin de parler et tout, c'était bon, on savait, quoi. Donc c'était aussi hyper agréable, quoi, que ce soit très, Mmh. très doux. En Indonésie, moi j'ai un très très bon souvenir avec il y a une séquence où on voit quelqu'un qui ramasse des pierres sur le sol, qui est une très vieille femme qui est toute courbée. Donc ça c'était Tira avec qui en fait qui était aussi un peu l'assistante réalisatrice de cette partie du film, et c'était sa mère, une femme extraordinaire. Voilà, donc moi Mmh. quand on tournait ces scènes-là ou quand j'étais dans ces moments-là, ouais, c'est des trucs, Mmh. c'est sûr, qui marquent à jamais, quoi. Et du coup, maintenant, les premières avant-premières ont eu lieu hier soir. Et là, pour quasi tout le mois de septembre et peut-être octobre, comment ça t'as eu quoi comme réaction de voir du coup ce film enfin projeté sur grand écran, les réactions du public? Ouais, Comment tu l'as c'est vécu? trop chouette. C'est que du bonheur, en fait. Moi, j'avais peur d'être un Mmh. peu stressée. Au début, je me stressais parce que je me dis, t'es pas assez stressée. Puis j'ai commencé à stresser. Et puis finalement, quand c'est arrivé, Mmh. non, je suis très contente que le film soit sorte enfin, parce que c'est long quand on sort Ouais. un film. Et ça dépend pas de nous. C'est juste, voilà, la chronologie habituelle. Mais du coup, entre le moment où on commence le film et le moment où on le sort, bah, il se passe quand même un sacré paquet de temps. Donc là, je suis contente que ça arrive enfin sur les écrans, de pouvoir le partager, d'avoir les retours, de voir les premières critiques, Mmh. d'avoir les premières discussions avec les salles, etc. Et les premières avant-premières, du coup, Mmh. les premières pour l'instant se passent très bien. Et le film a vraiment un bel accueil, et je sens les gens qui sont touchés, qui trouvent ça important qu'il y ait des films comme ça. Pas seulement celui-là d'ailleurs, Mmh. mais vraiment qu'on arrive à porter des films qui mettent plus en avant non seulement ces jeunes-là, mais aussi une certaine façon de vivre ensemble, et qui donne de l'espoir, et qui aussi amène ouais, amener les gens à être courageux, quoi. Mm. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite en tant que jeune réalisatrice? Est-ce que du coup, tu as des nouveaux Et projets? bah, une longue carrière. J'ai pas encore de choses très précises, mais oui, là, en ce moment, je me questionne beaucoup sur quel va être le prochain film, Mmh. et j'espère que ce sera un film qui sera aussi personnel, Mmh. parce que là, c'est un film Mmh. qui est personnel, oui, mais en même temps, c'est un film que j'ai fait avec LP4Y, avec toute une équipe, où j'ai essayé c'était les personnages du film qui comptaient, quoi. Là, j'ai envie de faire un film non pas sur moi, mais peut-être quelque chose, une histoire qui viennent plus de vraiment qui soit plus intime, Mmh. en fait, dans le fond. Euh, et voilà, peut-être une fiction. Je sais pas si ce sera le prochain film. Le prochain film sera Mmh. sûrement un documentaire encore, mais à terme, j'aimerais bien Mmh. pouvoir concrétiser un projet de fiction que j'ai depuis très longtemps, et qui va demander un peu de temps encore, mais voilà. Donc Trop bien. Bah, on te souhaite d'accomplir tous ces projets, en tout cas. Peut-être une dernière question pour clôturer que j'avais aussi posée à Romain. Si tu devais nous partager une raison aux auditeurs, aux auditrices, pour les encourager à aller voir du coup le film au cinéma, ce serait quoi? bah, ce serait tout simplement je crois que ça peut aider à avoir envie de rêver, quoi. Mm. Continuer de rêver, avoir envie de rêver. Mm. Trop bien. Bah, du coup, je rappelle juste que le documentaire sort en salle le 10 septembre. Il y a des avant-premières un petit peu partout dans toute la France d'ici là. On vous encourage tous à aller le voir. Et du coup, bah, merci beaucoup Rachel Merci à et toi. à très vite.